Il est 11h03, merci vraiment d'être avec nous. Vous aimez, je sais, ce rendez-vous d'11h midi où nous débattons de tous les sujets d'actualité. Alors, est-ce anormal ? Je sais que vous n'allez pas être d'accord, Pierre-Marie Sèvres, est-ce anormal de mettre en prison ou dans un lieu d'enfermement, dans tous les cas, un mineur de moins de 16 ans? Moi, j'ai un raisonnement. Délinquant. J'ai un raisonnement en deux temps. Déjà, dans le rapport que vous avez cité du Sénat, je vois quelque chose que je partage, qui est le constat de l'augmentation des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire l'alternative à la prison. Et parallèlement, je vois des chiffres qui ne sont pas cités dans ce rapport, qui ne va que jusqu'à 2010, mais en l'an 2000, le nombre de mineurs impliqués dans des crimes ou des délits, c'était 132 000. En 2017, c'était 217 000. Donc, je fais un raisonnement très simple. Le nombre de mineurs impliqués dans des crimes ou des délits a pratiquement doublé en l'espace de 17 ans. Et la réponse qu'on a entre-temps offert à cette situation, c'est les alternatives à la poursuite et donc éviter la prison. De ce simple raisonnement, je pense qu'on peut déduire que moins recourir à la prison n'était pas forcément la bonne solution, puisque d'une situation mauvaise en l'an 2000 avec 132 000 détenus, Donc ça vous dites passait à un qu'il est doublement. normal de mettre un mineur délinquant dans un lieu d'enfermement, prison ou centre spécialisé, on est bien d'accord. Hein. C'est les centres éducatifs fermés. Centre éducatif fermé, c'est tout à fait logique. Alors, centre éducatif fermé la prison aussi. Protège qui? Est-ce que la prison protège la société ou est-ce que la prison protège celui qui est en prison? Les deux. Les deux. Elle protège C'est la société le fond parce du qu'elle débat. dissuade. La prison a pour but de dissuader, elle a aussi pour but de dire quel est le bien ou le mal, c'est-à-dire de donner une sanction, de punir, c'est une question presque morale. Donc, moi je vais vous dire un autre bon exemple. Pourquoi est-ce que la prison dissuade ? On parlait tout à l'heure de l'Argentine. On a ce point commun avec nos trois invités. J'ai habité dans une ville qui s'appelle Córdoba. Et à Córdoba, il y a eu une grève de la police à un moment donné. Il y a des images que vous pouvez retrouver sur Internet. C'était des pillages en règle pendant des jours et des jours. À Melbourne en 1924 ou 1929, même chose, grève de la police, des pillages. À Montréal dans les années 60. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui suspectent la police danoise de faits de résistance arrêtent donc les policiers danois. Qu'est-ce qui se passe ? Triplement, quadruplement, quintuplement des vols à main armée à Copenhague sur la seule année 1944. Donc oui, la prison et la sanction générale a pour but de dissuader. On a dépassé les mineurs, la délinquance des mineurs. Mais c'est sur le principe qui est important. C'est sur le principe de la prison. Mais par exemple, quand j'ai dit, il y a des tas d'enfants qui n'arriveraient jamais au pénal si on les avait mieux pris en charge petits. Oui. C'est vrai, ça? Mais la défaillance des parents, c'est un sujet majeur, et justement. Pas que des parents. Entièrement d'accord, pas que des parents, mais les parents, ça reste quand même le premier lieu de socialisation. Là, on va avoir, je crois, le maire de Valence. Oui, le maire de Valence, oui, dans quelques minutes. Oui. Vous regardez par exemple les études qu'a fait un pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger, qui a pas mal de succès. Lui, il le relève dans 70% des cas de mineurs délinquants ou de mineurs criminels. Il y a eu de la violence, par exemple, à la maison. Donc ça, c'est aussi un point effectivement qu'il faut comprendre. Les parents soit se tapent entre eux, souvent le père qui frappe la mère, etc. La vraie question qui se pose, c'est comment la société répond justement à cette défaillance-là, et c'est là où je pense qu'on n'est pas d'accord. La responsabilisation des parents, pour moi. Je ne sais pas si vous êtes pas d'accord. À mon avis, oui. C'est pas seulement la responsabilité. Oui, mais quand les parents sont absents, ou quand justement le cadre d'autorité est absent, ou le cadre est absent, c'est à ce moment-là où la société doit répondre. Se substituer sans doute. Mais là, je pense qu'il ne faut pas confondre autorité. J'étais entièrement d'accord avec Daniel. Je pense qu'il ne faut pas confondre autorité et autoritaire. J'entends tellement dire, mais ça, par nos citoyens, nos concitoyens. Irrécupérable. Il est irrécupérable. Elle est irrécupérable. Vous aussi, vous entendez ce mot sans cesse. Mais c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Quand on regarde la criminologie, évidemment, personne n'est foncièrement récupérable et je ne veux pas condamner d'avance qui que ce soit. Mais quand on regarde la criminologie, il y a des études qui sont très intéressantes. Par exemple, d'un sociologue qui s'appelle Sébastien Rocher. Sébastien Rocher, sociologue dans les années 90, fait une étude que je connais bien, auprès de 2500 écoliers. Je publie d'ailleurs une tribune là-dessus dans le Figaro Vox aujourd'hui, si ça intéresse certains. Auprès de 2500 écoliers, il leur demande: est-ce que vous avez commis des crimes ou des délits? La conclusion, c'est 5% de ces écoliers ont commis 50% des délits peu graves et 86% des délits graves. Cette étude-là, elle est corroborée par d'autres. Maurice Cusson, par exemple, un criminologue canadien, qui a fait les mêmes études dans les années 70, dit que 5% des jeunes Montréalais sont responsables de 60% des délits commis par des mineurs à Montréal. C'est un constat. Donc mais ce qui est sûr, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y a 5% des délinquants qui sont des profils très graves, qui nécessitent une réponse
très ferme. Et c'est là qu'on peut se demander si c'est pas ceux-là qui nécessitent le moins une réponse très ferme, puisque précisément laissez-moi juste vous défendre sur ce point. Le débat est vraiment lancé. Si le but c'est de les rendre moins délinquants, il faut examiner de près leur profil psychologique, leur rapport à la loi, qui peut être problématique. C'est-à-dire que vous en avez la réponse. Vous en avez chez lesquels protéger les innocents. Mais non, c'est pas le but de la justice pénale. C'est le but premier, c'est de protéger les mineurs. C'est pas sur les mineurs. Autant le but Alors, nous allons prendre Frédéric qui a dirigé une prison, qui sait de quoi il parle, mais messieurs, on parlait des mineurs, des délinquants, mais la délinquance dure, hein, je parle des gros délinquants. Ceux que l'opinion publique appelle les irrécupérables, encore une fois. J'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est le mot employé. Les irrécupérables. Bon, alors, vous êtes clair, hein, Pierre-Marie Sèvres, il faut les mettre en prison. Et les irrécupérables en prison. Il faut les mettre en prison. Et il n'y a rien à faire. S'ils sont irrécupérables et que c'est avéré, par exemple, je prends l'exemple de Guy Georges, qui a violé et tué 15 femmes, il est irrécupérable et jusqu'à la fin de ses jours, j'espère bien que tout le monde l'a compris. Non mais Guy Georges, il a commis ses crimes et était mineur déjà ? Non, il n'était pas mineur. Peut-être que les premiers étaient mineurs d'ailleurs. Mais profil criminologique. Mais je suis d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la cause, c'est l'innocent qui va subir l'agression. C'est pas la cause. Je veux juste vous montrer que ça ne prévient rien. Puisque Guy Georges, vous pouvez le condamner qu'après. Ce mot d'irrécupérable, ce mot d'irrécupérable, il est extrêmement inquiétant lorsqu'on parle de mineurs. Je veux dire, enfin, on s'adresse et on parle de l'avenir. On parle de l'avenir. Lisez Maurice Cusson, les plus gros criminels, c'est des 12-13 ans. Justement, plus leur comportement. Plus le délit est important, et je parle même pas de crime parce qu'on était sur les délits, mais plus le délit ou plus l'acte est transgressif de la société, et plus la réponse doit être adaptée, et plus on doit avoir connaissance de ce pourquoi, mais c'est pas une question de fermeté. C'est pas qu'une question de fermeté. C'est pas qu'une question de fermeté, c'est une question de réponse adaptée. On doit connaître la personne à laquelle on s'adresse pour pouvoir avoir la réponse qui est la plus adaptée et pour pouvoir faire en sorte que cette réponse, elle soit efficace dans le sens où l'acte ne se reproduise plus. Alors, sur les est-ce qu'on sait, ces mineurs, ça veut dire que 50% des jeunes, des mineurs qui commettent une infraction et qui sont placés en CEF, donc est-ce que c'est un résultat positif ou pas? Non. Pour vous, non. C'est mitigé. Et pour vous? Écoute, moi, à la différence de beaucoup de gens dans le milieu judiciaire, moi, je ne centre pas mon analyse sur la réinsertion, l'éducation, la trajectoire et le destin des criminels ou des délinquants. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de protéger les gens qui n'ont rien demandé, qui se font voler, cambrioler, violer, tuer. Donc pour moi, c'est centré sur les victimes. Donc la seule statistique qui m'intéresse, c'est la diminution de la criminalité. C'est tout. Il y a une réalité, c'est que la délinquance des mineurs progresse. Elle progresse ou pas, cette délinquance? Oui, je vais donner des chiffres. C'est extrêmement discuté. C'est discuté, mais je pense comme vous qu'elle augmente. Oui, elle augmente. Je pense comme vous, mais c'est à vue de nez, parce que toutes les études que vous citez sont des études qui sont critiquables méthodologiquement. Je vais vous en donner. La délinquance des mineurs, je vous ai dit, elle est plus nombreuse. Je vous ai dit doublement du nombre de mineurs mis en cause. Mis en cause. Mais c'est déjà pas mal. C'est quand même un bon indice quand c'est un doublement. Méthodologiquement, c'est pas bon. Donc il y a une mise en œuvre par le ministère public qui est de plus en plus importante. Elle est également plus grave. Le nombre de tentatives d'homicide entre 2000 et 2017 s'est augmenté de 144% par des mineurs. Le nombre de coups et blessures volontaires, 124%. Le nombre de viols, 279%. Augmentation en 17 ans. Donc oui, le résultat, il est mauvais. Le résultat est mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, pour obtenir de meilleurs résultats, il faut construire des prisons, des centres d'enfermement, des centres encadrés par les militaires, et condamner tous ces mineurs à l'enfermement. Non, je suis quand même beaucoup plus nuancé que ça. Je vous ai parlé des profils criminologiques, par exemple, qu'il faut cibler particulièrement. Évidemment que je ne dis pas qu'il faut enfermer tous les mineurs, ça n'aurait aucun sens, ça n'aurait absolument aucun sens. L'idée d'enfermer le mineur dès le premier acte délinquant sérieux, pour vous, ça n'a aucun sens. Non, je dis ça parce que c'est une idée qui court. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut graduer la réponse, ce qui est le cas, mais je pense que l'enfermement peut être une solution si c'est des enfermements très courts, par exemple. Les Pays-Bas, ils ont fait une expérience très intéressante. Les Pays-Bas ont modifié leur structure de peine. C'est-à-dire qu'avant, ils punissaient comme la France, c'est-à-dire très peu, mais pour des très longues périodes. Ils ont décidé de punir très souvent, mais pour des très courtes périodes.
aujourd'hui ferment leurs prisons. Les prisons néerlandaises, il y a 30 prisons qui se sont fermées depuis 10 ans, qui sont aujourd'hui transformées dans des résidences de luxe, etc. etc. Un autre exemple très intéressant, à Hawaï, avec les délinquants, les usagers de drogue. On leur disait, écoutez, d'habitude, quand vous prenez de la drogue, vous avez une chance sur 20 d'être attrapé. Là, on va vous faire un suivi très serré, très strict, et vous êtes certain d'aller en prison pour une petite période, par exemple 1 semaine, 2 semaines la deuxième fois, 3 semaines la troisième fois. Ils se sont rendus compte que les résultats étaient spectaculaires. La diminution, en fait la certitude de la peine est bien plus importante que la durée dissuasif. éventuelle. Donc la certitude de la peine est dissuasive. Absolument, mais ça c'est Frédéric, c'est la base de la criminologie. Frédéric est à Carcassonne, dans l'Aude. Bonjour Frédéric. Bonjour Monsieur Gourdin, très heureux de vous entendre à nouveau sur les ondes. Merci beaucoup Frédéric, ça me fait plaisir. Vous êtes carcassonnais, Frédéric, vous avez dirigé une prison, hein, plusieurs même peut-être. Oui, plusieurs. Moi j'ai travaillé dans 10 prisons sur l'ensemble de ma carrière, mais j'ai travaillé dans différentes prisons avec des quartiers mineurs. Oui. Par rapport à tout ce qui s'est dit dans votre émission, là, les centres éducatifs fermés, moi je voulais quand même vous dire, ça n'a que le nom. C'est pas fermé. Ce sont des centres où les jeunes fuguent en permanence et n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense. Maintenant, on parle de 800 jeunes mineurs incarcérés. Sur les 800, il y a les 13-16, mais les 16-18. Oui. C'est-à-dire que les moins de 16 ans, il y en a très peu. Ceux qui sont incarcérés avant 16 ans, ce sont pratiquement à 100% des affaires criminelles. Viol, meurtre, etc. Donc c'est quand même des affaires très graves. Et je ne vois pas d'autre solution que de les enfermer pendant un moment, ces gens-là, ces jeunes-là, avant d'évaluer, pour vraiment évaluer leur situation. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de 23 heures en cellule. Alors là, je voudrais quand même vous reprendre. Un jeune qui est en quartier mineur ou en EPM est très peu en cellule. En fin de compte, il a les cours obligatoires, il a des activités, il y a des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse en permanence sur l'établissement, il y a des surveillants, tous les surveillants qui travaillent dans les quartiers mineurs, ce sont des surveillants spécialisés, c'est-à-dire qui sont volontaires pour travailler avec les mineurs et qui ont une formation à l'ENAP d'Agen spécifique pour travailler avec les mineurs et pour travailler avec les partenaires. Il y a des psychologues automatiquement dans tous les quartiers mineurs et il y a des enseignants. Donc le mineur, tous les jours, est sorti de sa cellule, surtout avant 16 ans, puisque les cours sont obligatoires, sont sortis de la cellule et vont en cours, en activité, en sport, avec des moniteurs de sport spécialisés. Et donc, ils sont très peu en cellule, ce qui permet de faire des réunions pluridisciplinaires avec tous ces partenaires-là et d'étudier le cas de chacun. Vous les avez vus, vous avez vu ces mineurs changer de comportement ou changer d'attitude grâce justement à cet encadrement, Frédéric? Alors malheureusement, certains n'ont pas beaucoup changé, mais quand même une grande majorité change. Ils sont obligés de s'adapter. Oui, bien sûr. Maintenant, pour les affaires les plus graves, on a été surpris. Je vais vous donner un cas. Un jeune mineur qui arrive, qui a tué quelqu'un d'un coup de couteau. Il est là, incarcéré pendant 1 an, 2 ans, toujours en préventive, malheureusement, parce que les affaires criminelles, quelquefois, durent. Alors, il y a un vrai problème de la justice. Il y a un manque de juges pour enfants. Et puis, les juges pour enfants s'occupent beaucoup de la protection de la jeunesse, de l'enfance. Et ça leur prend beaucoup de temps. Il y a un problème au niveau judiciaire. Mais ce jeune qui se comportait très très bien, un jour, il y a eu un différend avec un surveillant. Il lui a mis un grand coup de poing. Alors, ça peut faire rire, mais après, dans la conversation, il a dit « si j'avais eu un couteau, je l'aurais planté ». C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, il n'a pas changé de mentalité. Mais c'est très difficile à voir. Oui, bien sûr. Par contre, ce que j'entendais là, j'aime pas le terme irrécupérable, je pense qu'il ne faut pas l'employer. Oui, c'est pour ça que je l'emploie, parce que l'opinion publique l'emploie. Mais oui, je sais bien, mais c'est malheureux d'employer ce terme-là. Il faut toujours laisser une chance aux gens. Et certains mettent beaucoup de temps. Ce sont des mineurs irrécupérables. Après, ce sont des majeurs détenus, mais qui un jour sont récupérables. J'ai connu des majeurs qui ont repris une vie normale. Par rapport au... Très vite, Frédéric, là, parce que... Oui.
Oui, vite fait. Par rapport aux stages avec les militaires, ça existait avant 2000. Il y avait les stages JET, c'était sur le volontariat du mineur. C'était très intéressant, il n'y avait que des bons retours. Et je suis vraiment pour... vous êtes pour cette solution. Eh bien, oui. merci Frédéric. Plus de 50% des mineurs primo-condamnés sont en état de récidive après leur majorité. Alors, quelles sont les solutions face à la délinquance? Alors, quelles sont les solutions? Alors, rapidement, moi, je ne dis pas... On commence avec Pierre Marissève. Je ne dis pas que la sanction est la seule solution. Moi, je dis qu'il y a 3 sortes de justice. Il y a la justice répressive, il y a la justice équilibrée, et à l'autre bout du spectre, il y a la justice laxiste. Aujourd'hui, à beaucoup de points de vue, je considère que nous sommes dans une justice laxiste, et je m'explique. Quelle solution? Là, vous le constatez. Vous faites un constat. À vos yeux, la justice est laxiste. Mais quelle solution? Face à une justice laxiste, la solution, c'est plus de sanctions. Qui ne veut pas dire de la sanction. Ça veut dire tout quoi, le temps, plus de sanctions? Là, on est les mineurs, délinquants. Restons avec les mineurs. Ce qu'a dit le maire de Valence, des sanctions contre les parents, c'est une manière de responsabiliser les parents. Pour moi, c'est une sanction qui a complètement qui tombe sous le sens même. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre sanction? L'enfermement, justement. L'enfermement est une sanction, peut être une sanction tout à fait adaptée à la situation du délinquant et à la situation du dommage qu'il a créé. Je vous en ai parlé, les peines courtes, pour moi, c'est une sanction qui devrait tout à fait être mise en place. C'est aussi du bon sens. Il y a plein d'exemples à l'international qui prouvent que les peines courtes, mais certaines, donc, une sanction plus rapide avec une peine plus courte. Certitude. Exactement, avec surtout la certitude de la peine, c'est le point central. La certitude de la peine. Et ça, c'est une base du droit pénal. Alors, mais Michel Bodbol, je vous pose des questions. Réponse très courte tous les trois. L'idée du ministre de l'Intérieur de créer, en fait, de nouveaux centres encadrés par l'armée, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Si c'est sur le volontariat, on vient d'essayer pour la radicalisation, ça n'a pas marché. Bon. C'est une bonne idée, Maître Rosenthal? C'est une mauvaise idée. On est toujours vers le plus répressif, alors qu'on doit être vers le plus accompagnant. C'est une bonne idée? Un lieu dans lequel il y a encore plus d'autorité, vu le manque criant d'autorité dans les établissements en général, oui, ça me semble plutôt une bonne idée. Bon. On va voir si ça sera mis en place. Merci, messieurs, d'être venus nous voir ce matin. 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio. Il est 11h56 déjà, ça passe vite. Merci.